Alors, sans tarder, je me présente, Dr Matougi Jesser. Je suis chirurgien urologue installé en privé à Benarous et ancien spécialiste à l'hôpital des forces de sécurité intérieure à la Marsa. Donc, je remercie le comité d'organisation de m'avoir associé avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler des dernières recommandations de la prise en charge des symptômes du bas appareil urinaire, essentiellement à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Oui, parfait, parfait. Donc, ce sont les toutes nouvelles recommandations qui viennent d'être publiées à peine il y a 15 jours. Donc, pour tout médecin généraliste ou médecin de famille, lors du bilan initial, il est recommandé d'évaluer les symptômes urinaires et sexuels par un interrogatoire minutieux et moyennant des autoquestionnaires validés. Pour les symptômes urinaires, on va s'appuyer sur l'IPSS et pour les symptômes sexuels, on va s'appuyer sur un questionnaire qui est également validé, le score IEF. Rechercher également les antécédents médicaux qui peuvent entraîner des troubles urinaires, notamment un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, des antécédents cardiaques, une constipation chronique, un traitement qui peut favoriser les troubles urinaires, notamment les diurétiques, ou bien tout traitement avec des effets anticholinergiques. On va voir par la suite tout ça. Il faut réaliser un examen urogénital. Toute l'importance est accordée au toucher rectal à la recherche d'un nodule suspect qui peut évoquer un cancer de la prostate, les bandelettes urinaires ou le CBU à la recherche d'une leucocyturie ou hématurie, et également l'échographie si on en dispose pour évaluer la capacité vésicale, le volume de la prostate et surtout le résidu post-mictionnel. Quand est-ce qu'on adresse le patient à l'urologue? Que disent les recommandations? Il est conseillé d'adresser le patient à l'urologue en cas d'hématurie macroscopique ou microscopique. Et l'hématurie, c'est un symptôme très important à ne pas négliger. On vit actuellement dans un fléau de tumeurs vésicales. Il s'agit d'un véritable problème de santé publique. Toute hématurie doit être explorée pour éliminer en premier lieu une tumeur de la vessie ou une tumeur de la voie excrétrice, puis éliminer un calcul. Et l'hypertrophie de la prostate, c'est un diagnostic d'élimination en matière d'hématurie. La leucocyturie persistante également. Devant une leucocyturie persistante, on adresse le patient à l'urologue. Devant des infections urinaires récidivantes, surtout des prostatites à répétition ou des orchiépididymites. Les orchiépididymites, c'est le sujet âgé de plus que 50 ans, c'est lié à l'hypertrophie de la prostate, également les pyélonéphrite chez l'homme. Pour des symptômes du bas appareil prédominants de la phase, à la phase de remplissage, les urgenturies, les nocturies et les fuites par urgenturie, il est recommandé d'adresser le patient à l'urologue. En cas d'anomalie à l'examen urogénital, en cas de masse palpable parfois tumorale, en cas d'hydrocèle, varicocèle ou hernie, en cas de suspicion de cancer de la prostate devant l'élévation du PSA supérieur à 4 nanogrammes par millilitre ou en cas de nodule suspect au toucher rectal. En cas de globe vésical, on mettra une sonde vésicale ou un cathéter suspubien en fonction des contre-indications. Donc, et en cas de miction par regorgement. Les mictions par regorgement, ça veut dire le patient à la consultation lorsqu'il entre dans le bureau du médecin, on sent déjà les urines, il a des fuites et à l'examen on trouve un globe vésical. Donc fuite urinaire plus globe vésical, c'est des mictions par regorgement, mettre une sonde vésicale ou un cathéter suspubien et c'est une indication chirurgicale d'emblée. On ne va pas s'amuser à mettre le patient sous traitement médical. Donc c'est déjà une complication qui est plutôt un peu avancée dans l'hypertrophie de la prostate. En cas de calcul de l'appareil urinaire, notamment des calculs de la vessie, des calculs de stase associés à un résidu post-mictionné significatif, il faut traiter les deux, le calcul et la prostate chirurgicalement. En cas d'hydronéphrose bilatérale, donc si un patient il a un globe vésical que ce soit douloureux, c'est une rétention aiguë d'urine, ou un vésical indolore, c'est la rétention chronique d'urine avec une dilatation des cavités des deux reins, il s'agit d'une distension urinaire, elle peut être associée ou non à une insuffisance rénale, et là, c'est également une indication opératoire. Et en cas d'échec de traitement médical à base de alpha-bloquant pendant 1 à 3 mois. Donc ici, c'est
contre un algorithme décisionnel qui va donc résumer ce qu'on vient de dire. Donc, tout d'abord, commencer par l'interrogatoire et l'examen clinique. En cas d'hématurie, infection récidivante, rétention aiguë d'urine, on adresse le patient à l'urologue. Sinon, on va recueillir les symptômes urinaires moyennant les questionnaires validés. Il est conseillé de faire un calendrier mictionnel 3 jours de suite dans des conditions physiologiques. Sinon, on élimine une hématurie. Sinon, on va voir la créate, PSA, échographie pour éliminer donc une hydronéphrose, cancer de la prostate, étiase vésicale. Si tout est bien, donc on peut mettre le patient sous traitement médical, des alpha-bloquants pendant 1 à 3 mois. Si tout va bien, on continue la prise en charge du patient en médecine de famille ou en médecin généraliste. En cas d'échec, on adressera le patient à l'urologue. D'accord, merci. Quel est le rôle de l'urologue face à ces symptômes du bas appareil urinaire liés à l'hypertrophie de la prostate? Donc, normalement, tout urologue devrait être équipé d'un débitmètre. Tout l'avantage de la débimétrie, c'est qu'elle va objectiver la dysurie. À gauche, on voit une débimétrie normale, un patient qui est satisfait de sa miction, une courbe qui est en cloche. Le Qmax est représenté par donc le sommet de cette courbe. Un Qmax supérieur à 15 ml par seconde, c'est un Qmax normal. À droite, c'est une courbe qui est dysurique. Il s'agit d'un obstacle sous-vésical qui peut être une hypertrophie de la prostate ou une hypertonie sphinctérienne, mais aussi une hypocontractilité vésicale. Une courbe dysurique comme ça, un Qmax qui est inférieur à 15 et un temps mictionnel qui est allongé, ça peut être une hypertrophie de la prostate, oui, par ordre de fréquence, mais ça peut être aussi une hypocontractilité vésicale, un problème de la contraction de la vessie. Donc, à côté de la débimétrie, après avoir pissé, on fait un coup de sonde pour voir le résidu post-mictionnel. Est-ce que le patient arrive à bien vider sa vessie ou pas? Si le résidu post-mictionnel il est significatif, là, donc il faut traiter le patient. S'il est très significatif, on tombe plutôt dans la rétention chronique incomplète et le résidu post-mictionnel significatif, c'est la base physiopathologique de toutes les complications de l'hypertrophie bénigne de la prostate, les infections urinaires à répétition, les calculs, la distension urinaire, l'insuffisance rénale. Donc, les examens complémentaires, notamment l'urétrocystoscopie et le bilan hémodynamique, seront discutés au cas par cas. Il faut toujours évoquer les diagnostics différentiels face aux symptômes du bas appareil urinaire. Notamment, par exemple, un patient qui a des antécédents de sondage vésical, c'est un facteur de risque de rétrécissement urétral. Un patient qui a des urétrites à répétition peut avoir un rétrécissement urétral qui est à l'origine des signes du bas appareil urinaire. En plus qui ne s'est pas amélioré sous alpha-bloquant. Si un patient il est plutôt jeune, avec des troubles sensitivo-moteurs des membres inférieurs ou des troubles visuels, là on peut évoquer une sclérose en plaques ou une autre pathologie neurologique qui sera responsable donc de vessie neurologique ou un antécédent, par exemple, de traumatisme vertébro-médulaire. D'accord? Donc, symptôme du bas appareil n'est pas toujours forcément égal à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ça, c'est le score IPSS. On connaît tous ce score. Il est présent donc dans le papier de prise en charge CNAM de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il faut le remplir pour avoir la prise en charge. Ça, c'est le score IEF pour évaluer la sévérité de la dysfonction érectile. Et il est conseillé, toujours face à un patient qui a des symptômes du bas appareil urinaire, de l'interroger sur la fonction sexuelle, sur l'érection, sur la constipation. Voilà. Donc, à l'issue de ce score de l'IPSS, le patient il sera donc classé selon la sévérité des symptômes urinaires, soit donc des symptômes minimes si le score il est entre 0 à 7, ou bien modéré si le score il est entre 8 à 19, ou bien sévère, les symptômes sont sévères s'il est entre 20 et 35. Donc, on revient aux recommandations. Si le patient il a une gêne mictionnelle minime, ça veut dire le score IPSS il est inférieur à 5. Donc, il est recommandé d'adopter les règles hygiéno-diététiques et c'est très efficace. Tout d'abord, il est conseillé de réduire la consommation de caféine et d'alcool, réduire l'apport en liquide après 18 heures et c'est très important parce que si on va boire beaucoup d'eau après 18 heures, la nicturie sera manifeste, le patient va se réveiller plusieurs fois la nuit, donc avec un risque de chute, de fracture du col du fémur, hospitalisation, risque de
de thrombophlébite, d'embolie, et vous voyez toute la cascade. Il est conseillé donc de pratiquer l'exercice physique quotidiennement et régulièrement, 30 minutes de marche par jour. C'est largement suffisant en vue d'une perte de poids. Il faut également traiter la constipation. Ça ne sert à rien de mettre le patient sous alpha-bloquant ou tout ce que vous voulez. Tant que la constipation n'est pas bien traitée, il sera toujours gêné sur le plan mictionnel. Et il faut également rassurer les patients sur le fait qu'un cancer de la prostate n'est pas toujours la cause de symptômes du paraurinaire, parce que chez les patients, il y a une grande confusion entre hypertrophie bénigne de la prostate et cancer. Ces deux pathologies peuvent coexister. Donc, les études avaient trouvé que 81% des hommes présentant des symptômes du pare léger étaient stables après un an de surveillance, sans aucun traitement, d'où l'intérêt des règles hygiéniques. Les facteurs prédictifs d'échec sont la sévérité initiale des symptômes et le résidu post-mictionnel significatif. Ces règles sont toujours indiquées, quelle que soit la sévérité des symptômes, en association avec le traitement médical. Pour ce qui est des alpha-bloquants, on va dire c'est le gold standard et le traitement de première intention face à ces patients. Le mécanisme c'est la relaxation du tonus prostatique. Et là, on voit sur ces images donc le col vésical, la capsule prostatique et l'urètre prostatique qui sont. Il y a une présence riche de récepteurs alpha et l'antagonisation de ces récepteurs alpha va permettre un relâchement du col, de l'urètre prostatique et de la capsule pour permettre un meilleur flux urinaire et une meilleure satisfaction mictionnelle. L'action, elle est rapide dès les premières heures, suivant l'induction du traitement, et avec une amélioration du score IPSS de 40% et une amélioration du Qmax entre 20 et 25%. Ce traitement, il est efficace aussi bien sur les symptômes du bas appareil urinaire, de la phase mictionnelle et de la phase de remplissage. Ça veut dire que c'est efficace sur l'urgenturie, nicturie, et ça améliore la puissance du jet urinaire. Donc, on connaît tous qu'il y a plusieurs molécules alpha-bloquants. Il y a la doxazocine, la tamsulosine, l'alfusocine et la silodosine. Le cardox, c'est une ancienne molécule. Il y a le Xatra, fusocime, c'est l'alfusocime, le prostam, omnicoccas, l'urorec et prostalpha. Quelle molécule pour quel patient? Le principal, dans quelle molécule pour quel patient, c'est en fonction des effets secondaires. C'est surtout ça. Et on va simplifier les choses. Il y a l'hypotension orthostatique qui est le maître effet indésirable des alpha-bloquants. Donc, s'il s'agit d'un patient qui est coronarien ou avec des antécédents cardiovasculaires ou un sujet agile, on va privilégier la silodosine de prévention, qui est l'urorec ou la prostalpha. D'accord? 4 mg ou 8 mg. Pourquoi? Parce que la silodosine, elle est urosélective et la moins pourvoyeuse d'hypotension orthostatique. Mais l'inconvénient, avant de vous parler de l'inconvénient, regardez sur ce schéma, la silodosine, elle sort du lot en matière d'urosélectivité et donc elle est la moins pourvoyeuse d'hypotension orthostatique. Par contre, cette molécule, elle est la plus pourvoyeuse de troubles éjaculatoires. Donc, il n'est pas recommandé de prescrire la silodosine chez un patient qui est plutôt jeune, 55, 60 ans, qui est actif sexuellement et qui a une dysfonction érectile associée. Si le patient, à la consultation, il vous dit, à côté des symptômes du bas appareil urinaire, j'ai une dysfonction érectile, c'est un patient qui est demandeur, qui est actif sexuellement, et donc, je ne vous conseille pas de mettre l'urorec, plutôt privilégier les autres alpha-bloquants, ou ne pas mettre un alpha-bloquant et mettre autre chose qu'on va voir. OK ? Donc, chose très importante, le risque de syndrome de l'iris flasque sous alpha-bloquant. Quelle que soit la molécule alpha-bloquant utilisée, il y a un risque de syndrome de l'iris flasque. Il faut arrêter les alpha-bloquants 1 à 2 semaines avant l'intervention. Ça risque de compliquer les choses. Ophtalmologue, d'accord? Et il faut aviser le patient et l'ophtalmologue avant l'intervention, d'accord? En cas de rétention urine, les alpha-bloquants sont les seules molécules ayant démontré une amélioration significative de chances de reprise mictionnelle et de descendage ou bien de retrait du cathéter suspubien. Un patient qui vient en rétention aiguë d'urine, on va mettre une sonde vésicale ou bien un cathéter suspubien en fonction des contre-indications. Et pour prévoir le retrait de la sonde ou le cathéter, il faut mettre le patient sous alpha-bloquant au moins 48 heures.
d'accord? Ça va relâcher le col vésical, l'urètre prostatique, et ça va augmenter les chances d'enlever la sonde vésicale. Bien évidemment, il y a les échecs. En cas d'échec, on peut retenter une autre fois. Si échec, c'est une indication chirurgicale. Maintenant, on passe aux inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, par exemple la finastéride et la dutastéride. Le mécanisme, c'est une apoptose des cellules glandulaires de la prostate, avec par conséquence une diminution du volume prostatique jusqu'à 30% et une diminution du PSA à 50%. Cette diminution du PSA de 50%, elle est très importante parce qu'un patient sous inhibiteur 5-alpha réductase qui vient avec PSA 3, ce n'est pas normal. Donc son PSA devrait être à 6 et là, c'est pathologique. Et ça peut être à l'origine d'un cancer de la prostate. Et on peut passer à côté d'un cancer de la prostate. D'accord? Donc c'est l'exemple d'inhibiteur 5-alpha réductase, c'est l'avodart, par exemple. C'est vrai que la finastéride, elle est plus sélective que la dutastéride, mais il n'y a aucune différence dans l'efficacité entre ces deux molécules. Ces inhibiteurs de la 5-alpha réductase, ils permettent une amélioration progressive des symptômes du bas appareil urinaire, contrairement aux alpha-bloquants qui ont une action rapide. Ces molécules-là, ils nécessitent plusieurs mois, 3 à 6 mois, pour obtenir l'effet maximum. Et plus la prostate elle est volumineuse, plus l'effet il est bien. Ça contribue également à une réduction du saignement péropératoire lors de la chirurgie de l'hypertrophie de la prostate. Et c'est la seule classe thérapeutique à modifier l'histoire naturelle d'évolution de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ça veut dire dans le temps, ça diminue le risque de rétention aiguë d'urine et de recours à la chirurgie. Quelle est la meilleure indication ou bien le meilleur patient pour ce traitement? C'est un patient qui est plutôt fragile, qui ne supportera pas une chirurgie également sur le plan anesthésique et sur le plan chirurgical. On mettra le patient sous inhibiteur 5-alpha réductase, finastéride ou dutastéride, une prise par jour. S'il est en rétention chronique ou échec de descendage, on gardera la sonde pendant quelques mois, qu'on va changer tous les mois, en attendant la réduction et l'involution de la prostate, puis on va faire des épreuves de descendage. Il faut tenir compte des effets indésirables. Ils sont tous presque d'ordre sexuel, diminution de la libido, dysfonction érectile, trouble de l'éjaculation, gynécomastie. Donc, on ne va pas s'amuser à prescrire cette molécule chez des patients jeunes demandeurs qui ont dysfonction érectile, qui sont actifs sexuellement. C'est plutôt des sujets âgés fragiles. On peut associer les alpha-bloquants et les inhibiteurs à 5-alpha réductase pour une meilleure efficacité, mais il faut tenir compte des effets indésirables aussi, donc qui seront majorés. C'est un cumul d'effets indésirables. Maintenant, on va passer à la phytothérapie, la série noire et par exemple le permixan, le fameux permixan ou le prostatix. La phytothérapie elle a une activité anti-inflammatoire, anti-androgénique locale, mais aussi antiproliférative avec un excellent profil de tolérance, quasiment pas d'effet indésirable et une efficacité mictionnelle qui est démontrée. Le permixan, il est, on va dire, le meilleur dans la phytothérapie. C'est pas parce que cet événement il est sponsorisé par le labo, mais un jour j'ai pris le temps à lire toutes les notices des phytothérapies disponibles donc, pour l'hypertrophie de la prostate et j'ai trouvé que le permixan c'est le seul traitement qui utilise un solvant sous forme hexanique. Et là, on trouve, c'est les recommandations qui disent ça, pas moi. Donc, le Sérénoa repens sous sa forme hexanique, il peut être proposé pour les patients souhaitant éviter les effets indésirables. Le prostatix, les autres phytothérapies ne contiennent pas une forme hexanique dans le solvant. Et c'est ce qui fait la différence. Maintenant, une autre classe thérapeutique, c'est les anticholinergiques, l'oxybutinine, le fameux oxybutan, la toltérodine, le ditropan et la solifénacine, comme par exemple l'Uricaire ou Uricaire ou Vésicaire. Ces traitements-là, ils vont réduire les contractions involontaires du muscle vésical et ils vont améliorer les symptômes de la phase de remplissage. Il faut tenir compte des effets indésirables. Il y a un risque théorique de rétention aiguë d'urine et d'augmentation du résidu post-mictionnel parce qu'ils vont relâcher le muscle vésical et on peut tomber dans l'hypocontractilité vésicale qui est associée à l'obstacle sous-vésical. Donc cette association peut être un peu morbide chez un patient qui a une hypertrophie de la prostate. Donc il faut les prescrire avec précaution. Qu'est-ce qu'il faut respecter avant donc, de mettre le patient sous oxybutan ou bien sous solifénacine? Il faut faire une débimétrie et s'assurer que le Qmax
Donc, il est supérieur à 10 millilitres par seconde et que le résidu post-mictionnel ne soit pas très élevé. Chez un patient qui est déjà sous alpha-bloquant pour des symptômes du bas appareil urinaire et qui garde toujours des symptômes de la phase de remplissage, ça veut dire qu'il a des urgenturies plus ou moins fuites par urgenturie et non pas par regorgement ou bien par nicturie, ça c'est le patient type pour prescrire des anticholinergiques. Donc, ces anticholinergiques sont formellement contre-indiqués et d'une façon condamnable en cas de glaucome aigu par fermeture de l'angle, en cas de myasthénie grave, colite, non contrôlée, tachycardie sévère. Moi, je pose toujours la question aux patients avant de prescrire des anticholinergiques, est-ce que vous avez un glaucome ou pas? D'accord. Donc, l'association anticholinergique alpha-bloquant, on en a parlé. Les bêta-3 mimétiques, le mirabegron, c'est comme les anticholinergiques, mais malheureusement, ce n'est pas disponible en Tunisie et c'est une alternative intéressante en cas de contre-indication aux anticholinergiques. Les inhibiteurs de la phosphodiesterase type 5, le tadalafil 5 mg par jour, c'est une excellente alternative. C'est un patient qui a des symptômes du bas appareil urinaire et aussi une dysfonction érectile. Et on peut le prescrire seul ou en association avec les alpha-bloquants et c'est très efficace et c'est recommandé. Il est formellement contre-indiqué et d'une façon condamnable également en association avec un dérivé nitré, une cardiopathie sévère, un antécédent d'AVC dans les 6 derniers mois ou une neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique. Et là, avant de prescrire les inhibiteurs de la phospho-5-alpha réductase, je demande toujours au patient par rapport à sa tolérance à l'effort. Est-ce qu'il peut faire une montée d'un seul étage ou de 2 étages plus ou moins facilement? Également, tout dépend du partenaire. S'il s'agit d'un partenaire qui est habituel, donc il faut la montée d'un seul étage. S'il change de partenaire à chaque fois, donc il faut exiger de monter de 2 étages. Parce que s'il change de partenaire, il faut... hein, voilà. Donc, l'association d'un inhibiteur de phosphodiesterase type 5 et d'un alpha-bloquant, elle est recommandée chez les patients qui ont des symptômes modérés ou sévères et en cas de dysfonction érectile associée. Donc voilà, à l'issue de tout ça, on voit très bien qu'il y a plusieurs molécules et classes thérapeutiques. Donc on peut utiliser plusieurs associations et combos, on a le choix. Et le but ultime, c'est d'adapter les traitements aux spécificités de chaque patient, au terrain, symptômes, dans le but d'améliorer la qualité de vie. On a presque terminé. Un petit clin d'œil sur le traitement chirurgical et interventionnel de l'hypertrophie de la prostate. L'hypertrophie, c'est une pathologie très fréquente. Donc, les innovations technologiques et les firmes pharmaceutiques n'arrêtent pas de découvrir donc, de nouvelles techniques, technologies. L'incision cervico-prostatique, c'est le traitement le plus ancien donc déjà depuis les années 1800, puis vient la résection transurétrale de la prostate, la vaporisation par laser, il y a l'adénomectomie par voie haute, l'énucléation endoscopique de la prostate, l'embolisation, l'aquablation, l'urolift, le réseau et l'ITINT. Ça, c'est l'incision cervico-prostatique. C'est une technique qui est simple. On fait une incision en allant du méa urétral jusqu'au verruc montanum avec une lame froide ou une lame couplée au courant pour enfin libérer une loge. C'est vrai, c'est efficace sur le plan mictionnel, pas trop, pas d'une façon durable, mais l'avantage, c'est qu'elle va permettre une éjaculation quasiment normale. Donc, ça permet d'épargner le patient l'éjaculation rétrograde. On passe à la résection transurétrale de la prostate. C'est le gold standard. C'est une petite vidéo, voilà, ça se lance. Donc, la résection, on va accéder par voie endoscopique à travers le méa. On va voir la vessie, repérer les 2 méas, et puis on va réséquer la prostate en coupeau pour enfin obtenir une bonne loge, et on va libérer donc la dépression. Voilà, donc on est en train de réséquer coupeau par coupeau. Au début, donc, on a une prostate qui est obstructive, 2 joues désectasiantes, et enfin, on voit bien la lumière. L'adénomectomie transvésicale, on va enlever l'adénome,
Donc, à ciel ouvert, une incision sous-ombilicale, on ouvre la vessie et au doigt, on va disséquer et libérer l'adénome et on va conserver la capsule. Voilà, donc finalement, on va enlever l'adénome et l'adresser pour examen anatomopathologique. L'énucléation endoscopique, c'est le même principe que l'énucléation à ciel ouvert, mais ça se fait sans incision, comme on voit ça donc, dans les images. Okay. Et l'adénome, il est par la suite donc, jeté vers la vessie. Et par morcellation, on va donc le morceler. L'embolisation, donc, ça se fait par un radiologue expérimenté par voie radiale ou fémorale. Ça se fait de chaque côté. Donc, on va accéder par voie percutanée jusqu'à ce qu'on arrive à l'artère prostatique où on va injecter des microsphères pour obstruer ces artères. Et là, donc, la glande va s'involuer progressivement. Et l'avantage, c'est que ça va conserver l'éjaculation. Et les résultats sont inférieurs à la résection transurétrale de la prostate en matière de satisfaction mictionnelle. L'aquablation, c'est un jet d'eau à haute pression et sans chaleur. Il va enlever l'adénome. C'est une technique qui est couplée à l'échographie et à l'intelligence artificielle pour repérer les limites de l'adénome. L'urolift, c'est une sorte de ressort qu'on met donc par voie endoscopique. Le nombre, ça dépend du nombre de champs endoscopiques, de la grandeur de l'adénome pour finalement obtenir une bonne lush. Ça conserve également l'éjaculation. Vous voyez, donc il y a toujours le souci de l'éjaculation, de l'incontinence. La sexualité et la miction sont étroitement liées. Le réseau, donc on va injecter de la vapeur chaude dans le tissu prostatique pour réduire l'adénome progressivement. Ça permet également de conserver la fonction éjaculatoire et c'est efficace lorsque le volume prostatique est entre 30 et 80 grammes. l'ITIND, c'est en cours d'évaluation, ce n'est pas encore validé dans les recommandations. On va mettre une sorte de basket pendant 1 semaine à 2 semaines et ça va faire une ischémie de l'adénome. Puis après 1 semaine, on va retirer cette basket pour obtenir une bonne lush. Voilà, donc on a fait le tour sur les différentes techniques. Laser, plusieurs types de laser. Ben, c'est pas du laser, c'est pas du laser, c'est le laser, c'est une énucléation endoscopique par le laser déjà. Et c'est disponible en Tunisie. Dr Aboudi, par exemple, il le fait très bien. On le fait ça. L'avantage, c'est pour les grosses prostates, ça permet d'éviter le recours à la chirurgie à ciel ouvert. Oui. C'est une chirurgie qui est assez hémorragique. Et c'est un peu traumatisant. On utilise pour les grosses prostates l'énucléation endoscopique, que ce soit en énergie laser, holmium, l'énucléation bipolaire, permet d'éviter ça. Donc on fait tout ça pendant le suite. Il y a peu d'incision, il y a peu de venin qui sort par la vessie, il y a peu de suture des écailles, il risque de discuter des écailles. Et on fait ça par endoscopique et l'adénome sort par morcellation. L'adénome dans la vessie à la fin de l'intervention et ça sort par endoscopique. Et vous avez évité une incision, une exposition. Un peu d'apprentissage. Si ça peut être l'éjaculation, alors c'est le même principe. Donc, normalement, l'éjaculation, généralement, quand on fait une adénométrie, une bonne adénométrie, normalement, l'éjaculation doit être grave. Donc, le but, c'est d'éviter l'incision, de faire ça pendant le suite. D'éviter les discutations et ça, c'est les médicaments. Et donc, pour les patients transmis, les patients à haut risque anesthésique, c'est recommandé de Donc voilà, on voit les recommandations. On espère suivre les recommandations à la lettre, mais on se rappelle toujours qu'on est dans un pays avec un contexte économique un peu particulier. Donc on adapte les recommandations à notre état des lieux. Et voilà.
Une bonne indication donne un bon résultat, une mauvaise indication donne de mauvais résultats. Et je vous remercie. Merci. Il faut aussi savoir collaborer. Le médecin de première ligne, il doit ne pas hésiter à prendre un avis et d'avoir des spécialistes à côté pour le consolider, le réconforter dans sa prise en charge. Oui. Alors, c'est très important de collaborer. Y a-t-il des questions? Un prostatique qui rentre. Donc, une question. Pardonnez. Est-ce que c'est systématique qu'on demande le PSA? Il est recommandé de demander le PSA lorsque l'âge du patient il est entre 50 et 75 ans et lorsque l'espérance de vie elle dépasse 10 ans. Donc, si le patient il est âgé de plus de 75 ans, l'espérance de vie elle paraît réduite de par les antécédents cardiovasculaires et tout, il est inutile de demander le PSA. Par exemple, on trouve un PSA à 15, à 20 chez un patient qui est âgé de 80 ans, qui est stenté à 3 reprises, qui prend tous les traitements du monde. Et là, ça ne va pas rendre service au patient. Voilà, Le PSA, c'est toute une philosophie. Voilà, c'est ça Le le PSA, ratio. c'est toute une philosophie, c'est tout un chapitre qu'on va aborder tout de suite. C'est ça. Ah, vous allez C'est ça. le traiter, traiter le sujet. Donc, voilà. C'est terminé. C'est le moment qu'on a demandé une PSA. Et du moment que la PSA est devenue, et là, elle est pathologique, on est médico-légalement pris à la gorge. Donc, on doit continuer à demander l'IRM, on demande toutes les... Toute la cascade. Dans les recommandations, avant de doser le PSA, c'est comme la sérologie de VIH. Il faut expliquer au patient c'est quoi ce dosage et qu'est-ce qu'il y a derrière ce dosage si jamais il est élevé. Oui, c'est ce qu'on va aborder tout de suite. Je vous cache pas le plaisir.